Salut à tous, Jérôme pour WeAreFPV. Les quelques images que vous venez de voir sont extraites d'une vidéo d'Alex alias AimFPV de la team des Bando Lovers. Si vous voulez voir la vidéo en entier, le lien est dans la description. L'été dernier, on lui avait confié un Geno pour qu'il en fasse le crash test. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas fait semblant. Mais si le Geno a toléré autant d'abus, ce n'est pas un hasard et c'est justement le sujet de cette vidéo. Car aujourd'hui, nous allons parler TPU et impression 3D. Les pilotes de Bando le savent bien, les TPU jouent un rôle crucial dans la durabilité de nos machines. Alors leur importance est souvent sous-estimée, pourtant une bonne conception peut faire toute la différence. C'est la raison pour laquelle on a bossé avec Alex pour proposer un kit de TPU optimisé pour le Bando. Dans un premier temps, on va voir comment un bon set de TPU peut booster la durabilité d'un châssis. On illustrera tout ça en expliquant les choix qu'on a fait pour le kit TPU Bando du Geno, même si évidemment les remarques restent valables pour tous les châssis. Vous verrez que la conception de TPU efficace s'avère finalement aussi technique que la conception d'une frame et que de toute façon les deux sont vraiment complémentaires. Ensuite, on prendra un moment pour partager quelques conseils pour réaliser des impressions de qualité en TPU. Et qui dit TPU dit imprimante. On verra qu'il est aujourd'hui facile de s'équiper pour pas cher. On vous présentera quelques bonnes imprimantes 3D à prix raisonnable et adaptées à nos besoins. Quand on dit pas cher, c'est moins cher qu'un quad, on pourrait même dire moitié moins cher qu'un quad. Et si vous ne souhaitez pas vous équiper, on vous orientera vers quelques personnes de la communauté qui pourront vous rendre ce service. Enfin, si vous ne le saviez pas, Mathieu, donc Motard Geek, s'occupe aussi de la plus grosse communauté française autour de l'impression 3D avec le site lesimprimantes3d.fr. Donc comme il a beaucoup de recul sur le marché de l'impression 3D, on va en profiter pour lui demander son avis. J'étais le premier à prendre ça plutôt à la légère, je me posais pas trop de questions au moment de faire mes TPU, je faisais en sorte que ça protège les bras de la délamination et qu'ils maintiennent correctement la caméra et les antennes et ça n'allait pas beaucoup plus loin que ça. Mais l'été dernier, lors de mon passage dans le sud chez les Bando Lovers, j'ai pris une petite claque en voyant à quel point leur TPU était optimisé pour le Bando. Donc en plus d'avoir laissé un Geno à Alex pour qu'il lui fasse la misère en Bando, on a travaillé avec lui pour concevoir un set de TPU optimisé pour le Bando qui pour le coup est infiniment plus efficace que notre set de TPU original qu'on avait fourni à la sortie du Geno. Je peux vous montrer rapidement à quoi ça ressemble monté sur un quad. Voilà. On aura l'occasion de voir tout ça en détail dans quelques instants. Avant de passer en revue ce kit pour donner un exemple concret, on va voir les questions à se poser pour bien définir nos besoins en termes de TPU, qu'il s'agisse de créer les nôtres ou d'en choisir qui existent déjà. En général, les TPU nous servent essentiellement à 4 choses. La première, c'est d'amortir les chocs pour éviter les risques de casse et de délamination du châssis, sachant qu'un certain amortissement peut aussi protéger votre électronique. Et à titre d'exemple, dans notre kit, on peut jeter un coup d'œil aux protections de bras qui vont amortir les chocs et limiter les risques de délamination du carbone au bout des bras. Ils vont aussi permettre de protéger certains composants les plus exposés comme l'antenne du VTX par exemple, ou les moteurs ou encore la caméra HD. Ils vont aussi permettre de fixer les éléments flottants au sein de votre quad. On pense par exemple à l'antenne du RX à l'arrière, au condensateur à l'intérieur, au buzzer si vous en avez un, etc. Et enfin, les TPU vont aussi permettre d'absorber les vibrations. Donc ça, c'est surtout intéressant au niveau des caméras, que ce soit pour la caméra l'Action Cam. Donc ça va permettre d'amortir un petit peu les vibrations, ou même directement au niveau de la caméra FPV, dans le cas d'un O3 par exemple, qui intègre un gyroscope justement si on veut pouvoir faire de la stabilisation. Voilà. Donc là on voit qu'on a des camplates qui intègrent des supports en TPU justement pour faire un peu d'amortissement. Donc pour résumer, les TPU vont nous permettre d'amortir les chocs, de protéger les composants les plus exposés, de fixer les éléments flottants et d'absorber les vibrations. Comme toujours, tout est une question de compromis. Plus on va vouloir protéger le quad et plus les protections vont peser lourd. Donc il faudra prendre en compte le besoin et le niveau de risque que l'on souhaite adresser. Le kit de TPU par défaut du Geno est très bien si vous faites du freestyle dans la nature ou pour du cruising. Par contre, on a constaté qu'il n'était pas idéal pour un usage en Bando. Donc clairement, pour un kit de TPU Bando comme celui qu'on a ici, on va donc pousser le curseur vers un maximum de renfort, donc en acceptant le surpoids engendré. Dernier conseil pour la conception ou le choix de votre TPU, essayez d'identifier les points faibles de votre châssis pour justement les compenser grâce au TPU. On va maintenant passer sur une vue 3D du Geno justement
pour lister les quelques points qu'on avait identifiés avec Alex et Olivier sur les potentielles fragilités du Geno. Alors elles ne sont pas toutes avérées, j'y reviendrai tout à l'heure, mais en tout cas c'est les principaux points que nous on avait identifiés et qu'on voulait essayer d'optimiser grâce au TPU. Alors je vais masquer les TPU parce que ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Le premier point qui inquiétait Alex, c'était au niveau de la bottom plate, sur le dessous de la bottom plate, au niveau des insertions pour les caméra plates. Il trouvait, et il n'avait pas tort, qu'il n'y avait pas beaucoup de matière entre les encoches et le bord du châssis. On n'a pas eu de casse à ce niveau-là, mais en tout cas, lui, sa crainte, c'était qu'en bandeau, sur des gros chocs, ça pète. Donc, le but, un des objectifs des TPU, ça va être justement de corriger ici, de protéger cette zone-là. Le second point pour lequel on avait quelques doutes, ça concernait la cage caméra à l'avant, donc en carbone. Alors là encore, on a prévu large, ici on a des plaques de carbone qui font 3 mm de chaque côté, donc c'est épais, mais malgré tout, c'est vrai que c'était pas forcément un design auquel on était encore trop habitué. Donc on se disait que c'était potentiellement un risque vu que lors des chocs frontaux, c'est cette zone-là qui va prendre les chocs en premier. Alors bon, c'est accroché à l'avant, c'est accroché, il y a une encoche là, il y a une encoche là, ça encaisse là-haut, c'est renforcé par des entretoises. Bon, mais malgré tout, on n'était pas sûr à 100%. Je sais quand j'avais montré le châssis à Mika, lui aussi c'est un truc qui l'inquiétait. On verra plus tard ce qu'il en est, mais en tout cas, ça faisait partie des points qu'on avait identifiés. Un autre point d'inquiétude, ça concernait les 4 vis à l'arrière du châssis, donc en particulier les 2 vis à tête fraisée. Donc comme vous pouvez voir là, elles sont quand même vraiment pas très loin de la bordure du châssis. Donc ça, en cas de choc à l'arrière, on se disait que potentiellement il y avait une petite fragilité. C'est surtout valable pour la top plate, mais malgré tout, pour la bottom, même si c'est pas des vis à tête fraisée, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de matière. Donc là, on s'est dit que ce serait bien d'avoir des TPU qui renforcent ces zones-là également. Et enfin, pour finir, rien d'exceptionnel, c'est valable pour le coup pour tous les châssis. C'est dans le cas des matiflips et autres mouvements en marche arrière. Souvent, l'arrière prend très très cher, surtout dans les fins de mouvement qui ressemblent à des matis, où on peut s'encastrer directement dans le sol sur l'arrière. Alors ici, forcément, il y a toujours une certaine fragilité. Donc là, on sait qu'on avait quelque chose à faire pour protéger l'arrière du châssis. On peut aussi être amené à prendre en compte d'autres paramètres, comme par exemple la facilité d'impression, la quantité de matière nécessaire, l'utilisation ou non de support, etc. Encore une fois, tout est une question de besoin. À titre d'exemple, DFR vend le Geno avec un kit de TPU, mais pour être en mesure de rester à un tarif raisonnable, les TPU sont relativement minimalistes et ont été pensés pour être faciles et rapides à imprimer sans consommer trop de matière. Alors on va maintenant faire le tour des différents TPU qui composent le kit bandeau pour le Geno pour expliquer les choix que l'on a fait et illustrer les questions que vous pourriez vous poser en concevant ou en choisissant vos propres TPU. Alors juste avant de passer à l'atelier pour la suite, je vous montre où récupérer le kit TPU en question. Donc ça se passe sur la page du Geno. Donc vous allez sur la page Printables, vous allez dans l'onglet Fichiers et vous scrollez jusqu'à tomber sur le dossier TPU bandeau édition. Et là, vous retrouverez l'intégralité des TPU optimisés pour le bandeau que l'on a mis à votre disposition. Voilà, on peut maintenant passer à côté pour la suite. Nous voilà donc à l'atelier et on va commencer par jeter un coup d'œil à l'avant du quad. Donc là, le but, c'est d'absorber une partie des chocs frontaux pour préserver la frame et la caméra FPV. Comme on l'a vu tout à l'heure, sur le Geno, les caméras plates sont aux premières loges lors d'un choc frontal et on craignait que ce soit potentiellement un problème. Finalement, avec un peu de recul, elle s'avère pratiquement indestructible grâce à leurs 3 mm d'épaisseur et c'est même probablement la partie du châssis la plus solide finalement. Alors en plus, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais la caméra est complètement intégrée dans le châssis, c'est un des points forts du Geno. Donc de toute façon, la caméra est déjà vachement bien protégée des chocs frontaux. Malgré tout, on voulait quand même encore renforcer cette partie avant, rajouter un petit bumper pour amortir les chocs à l'avant. Et on voulait aussi protéger, comme on l'a dit, la bottom plate, justement, en cas d'impact sur le dessous. Comme vous en doutez, la forme particulière des caméras plates nous a demandé pas mal de réflexions et d'essais, notamment avec des versions qui étaient en 3 parties, une là et une sur le dessous, mais elles avaient tendance à bouger après avoir été trop malmenées en bandeau. Finalement, Olivier est revenu à un design en un seul bloc qui s'imprime finalement très facilement à condition de l'imprimer à plat et qui règle aussi tous les problèmes. Pour l'impression, quand je dis qu'on l'imprime à plat, en fait on l'imprime sur le devant, comme ça.
Et là, imprimer dans ce sens-là, finalement, c'est relativement facile à imprimer. Il y a besoin de quasiment pas de support. Donc pour le montage de tout ça, vous allez voir, c'est très simple. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, il faut déjà avoir inséré la petite entonnoise du bas dans le support. Ensuite, il faudra venir insérer, monter vos caméra plates sur la bottom plate. Ça fera le taf pour la démo. Donc une fois que vous avez ça qui est en place, il ne reste plus qu'à insérer le tout, donc la bottom et les caméra plates dans le support. Donc là, vous voyez, il y a un petit rail ici en bas. Et pour les caméra plates, elles vont venir s'insérer dans les rigoles sur le côté. Encore une fois, vu que c'est du PLA, mon histoire là, c'est pas hyper rigide, mais on va quand même essayer de rentrer tout ça. On va être à peu près bon. Je vous rassure, avec du carbone, c'est beaucoup plus simple. Là, avec mon bordel de PLA, c'est un peu plus la galère, mais voilà, on y arrive quand même malgré tout. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. En tout cas, voilà, la bottom plate est insérée, ainsi que les deux caméra plates. Voilà. Du coup, pour l'avant, c'est mission accomplie. On a rajouté un petit peu de protection au niveau des caméra plates, ici, c'est toujours ça de gagner pour absorber. On a ajouté un petit bumper à l'avant, ici, vous pouvez deviner, ici. Donc c'est encore un petit plus pour pouvoir absorber les chocs frontaux. Et on a la fameuse protection, ici, comme vous pouvez le voir, de la bottom plate, en dessous. Voilà. En cas de gros choc sur le dessous, ça va permettre de protéger le carbone de la bottom plate. Comme je disais tout à l'heure, sur le Geno, la caméra est quand même plutôt bien protégée à l'intérieur, donc elle ne dépasse pas du châssis, mais sur d'autres châssis, en bus, on va dire plus classique, c'est pas forcément le cas. Alors, je dis pas forcément tous, je sais pas, mais dans certains cas, c'est pas impossible que la caméra du O3 dépasse un peu, donc selon votre frame, n'hésitez surtout pas sur le bumper avant, et même sur le Geno, si ça vous rassure d'avoir un plus gros bumper à l'avant, n'hésitez pas à modifier le support pour allonger le bumper avant. D'ailleurs, je vais vous mettre en surimpression ce que Mika a fait pour sa Fusion F212 édition bandeau. Donc lui, vous verrez, il a un gros bumper avant. Comme ça, il peut vraiment se permettre de prendre des gros chocs. Déjà, ça va faire une très bonne absorption et ça va encore plus protéger la caméra. Donc voilà, je vous mettrai une petite photo en surimpression pour vous donner un exemple de bumper avant beaucoup plus imposant, mais aussi très efficace. Enfin, à noter qu'on a des déclinaisons de ces caméra plates pour les versions de caméra plate high tilt et pour les versions de caméra plate cinématique. Ensuite, on va évoquer rapidement les protections de bras. Donc la fonction première des protections de bras, ça va être de limiter la délamination du carbone suite à des chocs répétés, en plus d'amortir les impacts, vu que c'est quand même très souvent les bouts de bras qui prennent les chocs, je pense 90% du temps. Mais souvent, on en profite pour demander quelques petits bonus à ces protections de bras. Donc je pense notamment à l'ajout de patins sous la frame pour pouvoir glisser sur le sol sans abîmer les têtes de vis des moteurs. Et on les utilise aussi souvent pour offrir un certain degré de protection aux moteurs et en particulier aux cloches des moteurs. On va évoquer deux petits pièges à éviter au niveau de la conception de vos protections de bras. La première, ça va être d'éviter le serrage des têtes de vis directement dans le TPU, parce qu'elles vont être, les vis vont être susceptibles, en serrant, de passer à travers le TPU, donc ça c'est pas forcément ce qu'on veut. Et le deuxième point, c'est de faire attention au niveau, alors les moteurs ils sont pas tous pareils, mais au niveau de l'axe des moteurs au centre, là ça tourne. Et ça peut arriver que le dessous de votre TPU, si vous avez de la matière sous le moteur, que ça gêne la rotation du moteur ici. La rotation de l'axe du centre. Et voilà, ça rajoute du frottement et c'est pas idéal. Donc c'est pour ça que souvent sur les protections de moteur, vous voyez qu'il y a un gros trou au milieu ici. Là, pour justement éviter les frottements. Donc voilà, une fois qu'on a fait le tour de toutes nos exigences, on va pouvoir concevoir nos protections. Alors dans le cadre du kit bandeau pour le Geno, on a prévu deux modèles différents de protection pour les bras, le modèle on va dire chausson et le modèle chaussette. Donc le modèle chaussette, il va englober le bras dans son entièreté. Et hop, il va prendre vraiment complètement le bras. Donc ça, l'avantage de celui-ci, c'est que alors là, la protection a aucune chance de se barrer. L'inconvénient, c'est que si on veut la retirer, il faudra forcément dévisser le moteur. Mais là, vu que le serrage des vis, les serrages des vis moteurs va venir prendre le TPU, voilà, il n'y a aucune chance que le TPU soit éjecté.
La deuxième option, c'est l'option chausson. Alors ici, hein, si votre imprimante n'a pas réussi à imprimer correctement l'espace, n'hésitez pas à mettre une petite coupure justement pour que ça s'ouvre, hein, sinon vous ne pourrez pas passer le bras. Donc on passe le bras ici au fond, tac. Hop, on le laisse rentrer des deux côtés. Bon, je m'aperçois que j'ai dû faire l'insertion un petit peu hors champ. Donc du coup, ouais, vous voyez, hop, on a inséré au fond, on a un petit picot hein, ici qui rentre dans le trou du milieu, donc qui aussi va permettre d'éviter l'arrachement comme ça. Donc là, c'est quand même bien calé, mais du coup là, si on a besoin de retirer la protection, on peut le faire sans avoir besoin de dévisser le moteur. Voilà. Bon, là c'est à voir hein, les préférences de chacun. Ça permet aussi de gagner un petit peu de poids sur le dessus. Bon, le risque c'est que en cas de gros crash, le chausson s'arrache. Bon, c'est quand même hautement probable. Voilà. Donc là à voir ce que vous préférez. Moi perso j'ai une petite préférence pour cette version là, mais bon, peu importe, hein, les deux fonctionnent bien. En tout cas dans les deux cas, on a des prestations relativement similaires. On a ajouté un petit patin sous les bras. Ouais. Donc ça permet de maintenir un petit peu de hauteur sous le châssis et de glisser sans abîmer les têtes de vis. D'ailleurs, je peux vous montrer l'exemple ici. On a un moteur, ici il y a un moteur de montée. On voit que voilà, les têtes de vis sont bien protégées à l'intérieur du TPU. Vous voyez, elles ne dépassent absolument pas. Voilà. Voilà. Et on a aussi rajouté des petites excroissances. Ici, 3 petites excroissances pour protéger les moteurs. Si jamais voilà, un obstacle vient se faufiler un petit peu au-dessus du bras, voilà, ça permet d'amortir, on va dire, une grosse partie des impacts. Bon, ici après, chacun fait comme il veut. Je sais qu'il y en a qui préfèrent faire des protections qui montent carrément beaucoup plus haut et entourent complètement le moteur. Bon, ici, chacun fait comme ça l'arrange. Hein. N'hésitez pas à les décliner, à faire vos propres versions. En tout cas, nous, c'est un compromis qui nous convient bien. L'arrière du quad aussi a ses besoins en termes de TPU, tant pour la protection que pour la fixation des antennes. Alors, on va commencer par jeter un petit coup d'œil au bumper arrière. Alors lui, il est vraiment indispensable, hein, en particulier pour les adeptes de Mati et autres mouvements en marche arrière, mais vu son faible poids, pas de raison de s'en passer, hein, c'est presque un indispensable. En cas de gros impact sur l'arrière, il a de bonnes chances de sauver votre châssis. Et nous, on l'utilise aussi pour fixer l'antenne du RX. Donc je vous montre, il se présente comme ça. Et il vient se faufiler dans la bottom plate. Vous voyez, hein, il y a juste le passage pour la bottom plate, et vous retrouvez ici un petit losange qui va venir s'accrocher là-dedans. Bon, c'est du renfort léger, hein, et ça permet de caler. Voilà, tac. Voilà, et du coup ensuite on a les entretoises hein, qui viendront se mettre ici, tac, par-dessus. Et comme vous pouvez le voir ici, on a des micro-rails. Alors je sais pas, il y a tellement de lumière, vous voyez peut-être pas bien, mais il y a des petits rails qui sont prévus ici pour mettre des riselants, pour pouvoir fixer une antenne de RX. Et pour illustrer ça, je vais vous montrer sur le quad directement. On a une antenne que vous voyez qui est fixée avec, et puis on a l'antenne, elle est là, l'antenne du RX, et on a deux petits riselants qui viennent bien la caler. Passons maintenant à l'antenne du VTX. Alors c'est souvent la partie du drone qui est la plus proéminente, donc c'est elle qui va prendre le plus cher en cas de crash. Alors moi j'avais pour habitude d'utiliser une pigtail UFL vers connecteur SMA pour pouvoir visser une antenne amovible, hein. Voilà, en pensant que c'était l'option la plus durable. Voilà, donc ça me permettait, que si je cassais une antenne, ça me permettait de la remplacer facilement. Donc je trouvais ça super comme idée. Mais justement, l'été dernier, lors de mon premier gros crash dans le bandeau de Bandolover, j'ai crashé en marche arrière, mais j'ai vraiment fait un gros crash bien fort sur l'arrière. Alors l'antenne était complètement intacte, hein, elle n'avait rien. À l'intérieur, quand je voyais le câble à l'intérieur, je voyais rien non plus. Par contre, dès que j'allais à plus de 50 mètres, j'avais une réception de merde. Donc je me suis retrouvé avec un quad qui était quasiment inexploitable pour le reste de la session, parce que j'avais pas de pigtail de rechange. Moi, j'étais pas hyper bien équipé
J'étais en vacances, donc j'avais pas tout mon matos. Mais de toute façon, c'était un peu foireux parce que tout paraissait intact et ça ne fonctionnait pas bien. Au démontage, on s'en doutait un peu, mais ça s'est confirmé en démontant le quad. Quand j'ai retiré l'antenne et en particulier la pigtail micro FL vers le port SMA, et ben en fait, la partie connecteur m'est restée dans les mains. Donc en fait, le câble de l'antenne s'était sectionné à l'intérieur de la pigtail. Voilà. Donc on voit pas, mais il suffit d'un choc à l'arrière et le truc, il est foutu. Donc la morale de cette histoire, c'est que les antennes sur connecteur SMA, finalement, c'est pratique, hein, mais c'est pas du tout durable. Donc si votre quad il va prendre des grosses claques dans la gueule, c'est une très mauvaise idée, et en particulier en bandeau, d'utiliser des antennes remplaçables. Il vaudra mieux opter pour des antennes qui ont directement la connexion UFL intégrée. C'est beaucoup plus durable et de toute façon, ça tombe bien vu que c'est en général ce qui est fourni avec les VTX. Alors notre protection, elle est relativement classique, hein. Elle va englober intégralement l'antenne, justement en empêchant les torsions de l'antenne, mais aussi en protégeant la capsule de l'antenne. C'est d'autant plus important avec l'antenne Duo 3, hein, dont le capuchon est super fragile. J'en ai une ici. Alors ça, généralement, avec ces antennes-là, au premier crash qu'on prend, le truc, voilà, le capuchon, il saute. Donc bon, si on a de la chance, on le retrouve. Si on n'en a pas, on le perd, il faut en imprimer un. En tout cas, voilà, ce capuchon, il a tendance à vite sauter. Donc c'est pour ça que c'est une très bonne idée d'intégrer l'antenne dans un support adapté qui va complètement englober et protéger le haut de l'antenne. Alors ce support d'antenne, il vient en deux versions. Vous pourrez télécharger soit la version pour l'antenne Duo 3, soit la version pour une antenne type Cherry, plus classique, ce qu'on trouve par exemple sur les antennes classiques de Vista, hein, comme ça. Hop. Une antenne voilà, plus habituelle. Donc là, pour l'exemple, j'ai imprimé une version antenne Cherry. Donc bon, il n'y a rien de sorcier, hein, on se contente de l'insérer. Hop. On pousse. Et voilà. Et on se retrouve avec une antenne qui est quand même bien mieux protégée. Alors on l'a un peu raccourci à un moment, elle avait fait plus longue, elle dépassait vachement, on l'a un peu raccourci. Donc maintenant ça affleure limite. Bon, faut qu'on voit. Est-ce qu'on rajoute peut-être 2 mm pour vraiment l'englober complètement? Bon, je sais pas. En tout cas, l'antenne est vraiment bien protégée et elle sera beaucoup plus durable. À noter qu'on en a aussi profité justement pour que cette protection d'antenne VTX protège aussi les coins de la top plate, hein, comme ce qu'on a évoqué tout à l'heure, qui faisait partie des faiblesses potentielles du Geno. Donc comme ça, quand on vient insérer la top plate ici, et ben, hop, voilà, elle se retrouve, les coins se retrouvent bien protégés par du TPU. Alors, je vais prendre l'exemple pour vous montrer directement sur un quad assemblé. Ouais. Donc voilà, on voit que voilà, l'arrière ici et ça offre une protection supplémentaire en cas de choc sur l'arrière. Enfin, de toute façon, il y a toute la partie TPU qui va absorber avant. Mais voilà, ça renforce quand même. Si jamais un truc arrivait à se faufiler, ça permet d'avoir un peu plus de protection sur le carbone autour de la vis. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais évidemment, vous l'avez vu, quand j'ai glissé le bumper arrière, hein, eh bien, il vient protéger aussi les coins du carbone sur le bas de la bottom plate. Et j'ai failli oublier le petit bonus, ce genre de protection d'antenne, en général, une fois qu'on a inséré l'antenne, on n'arrive plus à les sortir. Alors, je sais que moi, avant, je galérais, je poussais par le dessous. Une fois sur deux, je flinguais à moitié le câble. Bon. Du coup, ce qu'on a fait sur nos protections d'antenne, et c'est valable aussi hein, pour les protections du Geno 3 pouces, et 7 pouces, du coup, je pense aussi, je ne me rappelle plus. On a prévu, si vous regardez sur le dessous, ici deux petits trous, voilà, qui vont vous permettre, si vous voulez extraire l'antenne ou changer l'antenne, de l'extraire voilà, beaucoup plus facilement. Un petit coup à gauche, un petit coup à droite, un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Je crois qu'il est quand même bourrin, mais hop, voilà. Ça permet de sortir du coup l'antenne beaucoup plus facilement sans risquer de l'esquinter. Alors, je crois que je sais pas si là il y a un exemple, mais je crois que j'avais ici typiquement, j'avais éclaté en poussant, à force de pousser, j'avais massacré le plastique ici et j'ai un petit peu éclaté la protection du câble d'antenne, la gaine de l'antenne.
Donc voilà, notre support d'antenne est prévu pour des antennes classiques, donc des antennes de Vista ou de Walksnail de type la Cherry classique, ou pour les antennes 2 au 3 classiques. Je crois que ça marche aussi avec les antennes 2 au 3 de chez Flyfish, il me semble. Mais il y a d'autres pistes qui sont valables. Vous pouvez aussi par exemple utiliser des antennes très courtes. Je vous mettrai en surimpression le backpack designé par Florian. Je vous l'avais montré, je pense, dans la vidéo précédente concernant les TPU. Il avait prévu un support d'antennes qui sont beaucoup plus courtes. Donc voilà, c'est une autre option. Et vous avez carrément l'option d'utiliser des antennes bâton. Alors vous perdrez peut-être un tout petit peu en signal, mais bon, ça fera pas de grande différence, hein, ça craint pas trop. C'est ce que j'avais fait il y a des années à l'époque où j'avais fait mon petit Tiny Hoop là, qui avait un Vista. Comme je voulais quelque chose d'assez léger, j'avais collé une simple antenne à la con comme ça. Et ça faisait très très bien le taf. Alors ça c'est la version à l'arrache et cochonou, hein, mais vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus propre. Je vous invite d'ailleurs à regarder la page Facebook de Flèche FPV qui a conçu lui un support pour ses frames, justement un double support adapté à ce type d'antenne. D'ailleurs il a fait un tuto pour expliquer comment fabriquer ces antennes facilement et à pas cher. Donc, je vous mettrai le lien aussi dans la description de la vidéo. En tout cas vous retrouvez ça sur sa page Facebook. Voilà, donc ça reste aussi une autre option, parce que ça du coup en bandeau, si en plus c'est dans du TPU, non seulement c'est léger, mais en plus c'est complètement indestructible. Donc voilà, c'est une très bonne option aussi pour du bandeau en remplacement des antennes plus classiques. Enfin, à l'époque, on a conçu ce set de TPU avec Alex. Il volait encore en Action 2, depuis il est passé sur le 3. Mais à l'époque, il volait en Action 2 et la protection qu'on avait mis à dispo pour le Geno, pour l'Action 2, moi celle que j'utilise pour du freestyle classique, elle est quand même un peu trop light pour du bandeau. En plus, elle a été prévue pour embarquer un filtre ND. Tout ça en bandeau, ça ne nous intéresse pas, donc on avait décliné un support que lui utilisait déjà en bandeau pour son Action 2, on l'a décliné pour le Geno. Donc voilà, dans le kit TPU, vous retrouvez aussi un support renforcé pour l'Action 2, voilà, vous pouvez voir ici. Voilà, donc c'est une protection qui est un peu plus solide, donc si vous avez une Action 2 et que vous faites du bandeau avec votre Geno, voilà, ce support-là est une bonne option. Je le redirai en fin de vidéo, mais tant qu'on vient de faire le tour des TPU, j'en profite pour adresser un immense merci à Alex, donc alias AMFPV, pour son aide pour la création de ce kit de TPU spécial bandeau. Donc c'était vraiment cool de pouvoir profiter de son expérience. Et surtout, alors on a beaucoup itéré, hein, il a testé tous les TPU. On a fait pas mal de corrections avant d'aboutir à ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc ça a été quand même déjà bien éprouvé en TPU, comme vous pourrez le voir sur sa vidéo. Et je vous mettrai aussi le lien vers sa chaîne. Il y a plein de trucs chouettes, donc n'hésitez pas à y jeter un œil et à vous abonner pour le soutenir. Alors juste avant de repasser sur le PC pour parler impression 3D, je vous invite à regarder la vidéo de Mika où il explique comment il monte son Fusion F212 Bandeau Edition. La vidéo elle est super intéressante et vous profiterez de l'expérience de quelqu'un qui est spécialisé dans le bandeau et qui sait parfaitement comment optimiser sa machine pour cet usage. Alors je vais pas trop spoiler la vidéo parce que ça vaut vraiment le coup que vous alliez la voir, mais sachez qu'il propose notamment un système très efficace de verrouillage de la prise XT60. Je vais essayer de vous le remontrer ici. Voilà, je l'ai sur ce quad ici, voilà, ça ressemble à ça. Je ne vais pas trop vous montrer comment ça fonctionne, pour le savoir il faut aller voir sa chaîne. Et il propose aussi un support en TPU pour le Ionito 3 qui est vraiment optimal, c'est ergonomique, c'est bien pensé, c'est solide, ça le protège bien. Je pense que c'est la meilleure option pour le Ionito 3. Et la bonne nouvelle, c'est que pour ces deux modèles, que ce soit ici le système anti-éjection de l'Hippo comme le support pour le Ionito 3, ça sera compatible avec la plupart des châssis. Je vous mettrai soit en surimpression, soit dans la description sous la vidéo, un lien vers la chaîne de Mika et un lien en particulier vers sa vidéo du montage de sa Fusion F212 Bandeau Edition. On a parlé des TPU pour le FPV, passons maintenant à la partie sur l'impression 3D. Donc on va commencer par quelques conseils pour mettre toutes les chances de votre côté lors de vos impressions en TPU. Tout d'abord, si possible, privilégiez une imprimante avec un extrudeur en direct drive, donc avec l'extrudeur dans la tête d'impression, au lieu d'avoir un extrudeur déporté, comme c'est le cas pour les imprimantes à extrudeur Bowden. Or, ces dernières sont tout de même capables d'imprimer du TPU, mais par contre, elles devront le faire beaucoup plus lentement. Ensuite, on recommandera, dans le cas de l'impression de TPU, d'imprimer relativement lentement. En Bowden, sur ma très vieille CR10, je devais imprimer à environ 15 mm par seconde pour ne pas avoir de soucis, donc c'était vraiment super lent.
En direct drive, on peut pousser sans problème à 3-4 fois plus vite que ça. Normalement, ça pose aucun souci. On fera aussi attention à utiliser du filament qui est bien sec parce qu'un TPU qui a été exposé à l'humidité va présenter des sortes de microbules et le résultat ressemblera à un peu un effet de sous-extrusion. Je vous mettrai en surimpression quelques images parce qu'il y a quelques mois j'étais tombé sur une bobine qui était dans ce cas. Alors ça vient pas de chez moi parce que c'est la seule bobine depuis des années qui m'a posé ce type de problème. Donc je pense que ça venait sans doute du conditionnement en entrepôt. En tout cas, bon, ça m'a permis de voir ce que ça donnait. Une bobine de TPU qui avait pris l'humidité et les résultats sont quand même vraiment pas super. Donc c'est au moment où vous constatez des résultats anormaux au niveau de vos impressions de TPU, l'humidité peut être une explication. Donc pour lutter contre ça, il suffit simplement de sécher le TPU. Alors pour faire ça, vous pouvez soit utiliser une sécheuse de TPU, donc on en trouve pour 40 ou 60 € sur Amazon. Si vous l'avez, j'en ai une qui est juste derrière là, je vais la mettre en lumière, voilà, petite machine comme ça. Sinon, tout bêtement, vous pouvez utiliser votre four, à condition qu'il dispose d'un réglage suffisamment fin pour pouvoir bien ajuster la température. Donc là, idéalement, pour du TPU, pour sécher une bobine complète d'1 kg, comptez environ 5 heures à 55 degrés. Un autre point important, c'est l'orientation de l'objet lors de l'impression. Certaines positions vont permettre de limiter l'usage de support et donc d'optimiser la durée du print et la quantité de TPU nécessaire pour imprimer votre objet. C'est aussi plus propre de mettre une face plate du côté du plateau, mais surtout l'orientation peut faire une très grosse différence au niveau de la solidité. Pour illustrer ça, on va prendre l'exemple du support d'antenne de VTX, donc qui se monte sur des entretoises. Et alors là, justement, je l'ai mis verticalement. Alors évidemment, on aura besoin de générer des supports pour pouvoir imprimer tout ce qui est en surplomb. Par contre, l'intérêt de l'imprimer verticalement, donc dans ce sens-là, ça va permettre que les couches de TPU se superposent autour de l'entretoise. Donc en cas de choc, il n'y a quasiment aucune chance d'arracher le TPU de l'entretoise. Si je vous montre la vue après slicing, donc quand l'imprimante va se faire, en fait, chaque couche va réellement complètement entourer l'entretoise. Donc voilà, là c'est hyper solide, il n'y a quasiment aucune chance d'arrachement. Alors qu'au contraire, si on l'avait imprimé sur le côté, je vais vous montrer, si ça je le prends et que je le tourne, on va prendre sur n'importe quel côté, peu importe. Si on l'imprime comme ça par exemple, et bien là, voilà, on va juste s'intéresser justement à la partie au niveau des entretoises. Et bien là, on voit que tel que l'impression se fait, ça n'entoure plus du tout l'entretoise. Donc là, si il y a un arrachement qui pourrait très bien se faire, 2 couches sur toute la longueur, et ça ouvrirait le TPU autour de l'entretoise. On va prendre un autre exemple avec un support de DJI Action 2. Donc là, dans l'hypothèse où la caméra, je la laisserai comme ça verticale, on va voir comment se passe l'impression, donc du bas vers le haut comme d'habitude. Donc on voit que toutes les couches se superposent comme toujours les unes sur les autres, mais là ce qui va se passer, c'est que si la caméra prend un choc, si elle tape dans le haut du support ou dans le haut de la caméra, si le choc est violent, ce qui peut se passer, c'est que ça provoque un décollement entre 2 couches et du coup, le support va se faire scalper et va se faire décapiter. Donc ça peut arriver là, ça peut se déchirer juste à la base. Par contre, au contraire, si ce support de caméra, on le couche sur le côté, donc au niveau de l'impression, comment ça va se passer? Alors déjà, on constate qu'on a besoin de beaucoup moins de support parce qu'on a beaucoup moins de porte-à-faux. Alors évidemment, le STL, le fichier a été pensé pour s'imprimer quand même sur le côté. Mais surtout, ce qu'on constate, c'est que on voit vraiment comment sont construites les couches. Et là, on voit que la faiblesse qu'on avait, si on se prenait un impact dans le haut de la caméra, ça risque plus du tout de provoquer un décollement entre 2 couches, parce que là, du coup, les couches sont verticales par rapport, si on met par rapport à la caméra. Donc là, pour que le support se décolle, il faudrait vraiment que le support s'arrache, je ne sais pas si vous voyez comme ça s'ouvre au milieu comme ça, bon, ce qui n'a pratiquement aucun sens. Alors que par contre, quand on prend un objet dans le haut, le décollement est beaucoup plus probable dans ce sens-là. Mais malheureusement, rien n'est tout rose. Quand on imprime sur le côté, alors du coup, ça fait un peu contresens avec ce que je vous ai dit dans l'exemple des entretoises juste avant, parce qu'on se retrouve malheureusement avec, pour le coup, les vis, le TPU qui va plus entourer les vis. Donc il y a des moments où il faut faire des choix, donc opter pour le moindre mal.
Là, d'expérience, hein, c'est quand même beaucoup plus profitable de l'imprimer sur le côté et de mettre une bonne épaisseur ici pour éviter les décollements au niveau des vis. Alors dans le cas du Geno, en plus, on a de la chance, hein, parce qu'on a des entretoises. Donc nous, nos supports d'Action Cam, on les fixe grâce à l'entretoise. Donc de toute façon, là l'entretoise, elle c'est pareil. Si on l'imprime sur le côté, ben, ça va parfaitement ici faire le tour de l'entretoise. Donc voilà, les risques d'arrachage sont complètement nuls, en tout cas avec les supports de ce type-là. Pour l'intérieur de vos TPU, je vous conseille un remplissage entre 15 et 30%. En général, c'est suffisant. Et le motif de remplissage que j'utilise le plus souvent, c'est le motif gyroïde, parce qu'il est plutôt efficace pour garantir une bonne solidité sur tous les axes, tout en maintenant une bonne flexibilité, une résistance aux impacts et aux cisaillements pour un poids qui reste optimal. Alors même si vous avez de bons paramètres de rétraction, donc c'est-à-dire de rappel du filament lors des déplacements de la tête d'impression, il peut quand même arriver avec le TPU qu'il reste un petit peu de stringing, ce qu'on appelle des cheveux d'ange en anglais. Ça fait un peu un effet de toile d'araignée à certains endroits de votre impression. Alors ça reste très très facile de les retirer, il suffit de mettre un petit coup de pistolet à air chaud ou un petit coup de décapeur thermique. Évidemment vous pouvez aussi utiliser un briquet, mais la flamme peut laisser des marques noires, c'est un peu dégueu et si on ne fait pas attention, on a vite fait de faire fondre le TPU. Et tant qu'on parle de chauffer les TPU, alors je ne sais pas s'il le fait encore, mais il me semble qu'à une époque, Mika passait un coup de décapeur thermique sur ses impressions de TPU pour les rigidifier. Donc ça peut être une solution si vous souhaitez durcir vos TPU. Vous les chauffez à la limite de les faire fondre, et ensuite vous les laissez refroidir, et du coup ils vont durcir. Tout ça c'est bien beau, mais encore faut-il avoir une imprimante 3D. Si vous êtes déjà équipé, cette partie vous intéressera moins, mais dans le cas contraire, sachez que l'impression 3D s'est considérablement démocratisée ces dernières années, au point qu'une bonne imprimante coûte aujourd'hui beaucoup moins cher qu'un quad. Les deux machines que je vais vous conseiller sont parfaitement adaptées à notre hobby, mais avec des philosophies et des approches différentes. Si vous cherchez une imprimante pour des usages qui dépassent le cadre de notre hobby, donc par exemple avec un très grand volume d'impression ou capable d'imprimer des matériaux plus complexes comme de l'ABS, là je vous invite à faire vos propres recherches, c'est pas un sujet que je vais aborder aujourd'hui. La première option, c'est la Under 3 V3 SE de chez Creality. Ça a été ma précédente imprimante et j'avais été bluffé par les fonctionnalités proposées compte tenu de son tarif. Et justement, commençons par son prix, on la trouve en France pour moins de 200 € et même parfois autour de 150 € dans des sites comme Geekbuying. Et je vous rassure, quand elle est à ces prix-là, elle est en général dispo depuis des entrepôts Europe. Donc il n'y a pas de TVA à rajouter. Parfois elle est vraiment au prix de 150 €. Donc c'est quand même ultra intéressant. Elle est équipée du firmware Marlin, donc c'est un firmware qui est plutôt récent, mais qui a fait ses preuves. C'est pas le plus rapide, mais il marche quand même très bien. C'est une imprimante Direct Drive, donc quasiment indispensable, en tout cas fortement recommandée pour imprimer du TPU. En plus, elle dispose du nivellement et du réglage du Z-offset, donc de la hauteur automatique. Et ça, c'est vraiment un gros plus, hein. Pendant des années, c'était super chiant. On était obligé d'ajuster le niveau à tous les endroits de nos plateaux avec une petite feuille quand on n'était pas équipé d'un dispositif de type BL Touch, etc. Là, aujourd'hui, les imprimantes sont quasiment toutes équipées de ce système. Et ça, c'est vraiment, vraiment très pratique. Et ensuite, l'avantage avec Creality, c'est que c'est quand même une marque qui est très, très réputée, en tout cas qui est beaucoup utilisée. Et typiquement, toutes les pièces de rechange dont vous pourriez avoir besoin, vous allez pouvoir les trouver directement sur Amazon. Donc rien que ça, c'est déjà plutôt pratique. Alors ensuite, elle a quand même quelques défauts dont il faut avoir conscience. Il n'y a rien de grave et la plupart sont contournables. Donc je vais les énumérer quand même. Le premier, c'est que le plateau qui est vendu avec adhère beaucoup trop. Alors on recommandera plutôt de le remplacer par un plateau PUI. Donc ça veut dire qu'il faut quand même rajouter une vingtaine d'euros supplémentaires. Voilà. Or c'est pas obligatoire, mais en tout cas avec le PLA, je galérais à mort pour retirer les impressions. Peut-être qu'avec le TPU, vous n'en aurez pas besoin. J'ai pas souvenir d'avoir testé ce plateau avec du TPU. Bon voilà, en tout cas prévoyez qu'il faudra peut-être rajouter une vingtaine d'euros pour avoir un bon plateau de qualité. Ensuite, concernant le slicer, donc le logiciel qui permet de préparer vos impressions, celui qui est fourni par Creality est une vraie daube. C'est un dérivé de Cura, mais encore pire. C'est pas super stable, c'est pas intuitif. Vraiment, il est pas top. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas grave du tout parce que Orca Slicer, qui est un fork de Bamboo Studio, lui gère très bien cette imprimante. Le profil est disponible. Donc voilà, si vous optez pour cette imprimante, je vous invite à ne pas perdre de temps à essayer d'utiliser le slicer fourni par Creality, mais de passer directement sur Orca Slicer. C'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus stable. Bref, vous ne perdrez pas au change. Ensuite, il faut garder en tête que c'est une imprimante relativement basique. Alors, ça n'a rien de déshonorant, surtout vu son prix. Mais voilà, il ne faut pas vous attendre à avoir des fonctionnalités ultra avancées, ni même avoir de Wi-Fi. Donc, ça veut dire que pour lancer une impression, il faudra copier manuellement les fichiers à imprimer sur la carte SD de l'imprimante pour pouvoir lancer les impressions.
Moi, c'est quelque chose que j'ai fait pendant plus de 10 ans et voilà, j'en suis pas mort. C'est seulement depuis quelques mois que je suis passé à une imprimante avec du Wi-Fi. Donc voilà, on peut très bien s'en passer, surtout si on n'imprime pas en grande quantité. C'est pas du tout gênant de devoir faire les copies manuellement. Enfin, un petit souci que j'ai eu avec cet Ender 3 V3 SE, après quelques mois, il arrivait que j'avais des petits soucis d'impression, d'adhérence au plateau, et tout simplement, je me suis aperçu en retirant le plateau magnétique que les 4 vis qui fixaient le plateau chauffant avaient tendance un petit peu à se dévisser avec les vibrations avec le temps. Donc voilà, si jamais ça arrive, vous constatez un petit souci d'adhérence, vous retirez le truc, vous mettez un petit coup de vis sur les 4 vis et c'est réglé, tout rentre dans l'ordre. Alors j'ai même pas essayé de mettre du frein filet, vu que ça chauffe, je sais pas trop ce que ça peut donner. Bon, en tout cas ça peut être une option, mais pareil, c'est absolument pas gênant, j'ai dû faire ça 2 fois sur plusieurs mois. Donc objectivement, le rapport qualité-prix de cette imprimante est vraiment excellent. Sachez quand même que pour environ 250 €, donc on va dire 50-70 € de plus, vous avez accès à sa grande sœur qui est la Ender 3 V3 KE. Donc c'est une alternative qui est aussi très intéressante. De l'extérieur, on dirait pas qu'il y a beaucoup de différence, mais en fait il y a quand même pas mal de différences. Déjà, le firmware est différent, c'est un firmware sous clipper, donc elle va imprimer nettement plus vite. Elle dispose du Wi-Fi. Donc voilà, là vous aurez pu copier manuellement vos fichiers à la main. Elle dispose d'un écran tactile. Je crois qu'elle a un rail en plus pour déplacement de l'axe X. C'est un petit peu plus fiable, un petit peu plus précis. Et elle est déjà livrée avec un plateau en PEI. Donc c'est vrai que si on prend en compte le fait de rajouter 20 € pour le prix d'un plateau dans la version SE, finalement on se retrouve avec peut-être une cinquantaine d'euros d'écart. Donc ça dépend si on la prend chez un magasin genre Geek Buying ou en France. En tout cas, là, la question qu'on peut se poser, dans les deux cas, ce sont d'excellentes imprimantes. Voilà, à voir ce qui vous arrange et les compromis que vous êtes prêt à faire. Pour la seconde option, on change d'univers et on passe chez Bambu Lab. Alors Bambu Lab, c'est un peu le DJI ou le Apple de l'impression 3D. Donc c'est-à-dire qu'on est sur du haut de gamme, avec du matériel de qualité et une excellente ergonomie. Par contre, ça se fait au prix d'un écosystème qui est plus fermé, tant sur le logiciel que sur le matériel. Le modèle idéal pour notre hobby, c'est l'entrée de gamme de chez Bambu Lab, la A1 Mini. Pour être honnête, j'avais au départ quelques a priori sur la marque, surtout que ma petite Ender 3 faisait très bien le travail et que j'ai quand même toujours été relativement attiré par la perspective de l'open source. Finalement, j'ai eu l'occasion de faire la review de la A1 non mini, donc la grande sœur de la A1 Mini, pour le site lesimprimantes3d.fr. D'ailleurs, on vous mettra le lien dans la description si vous voulez avoir mon avis plus détaillé sur Bambu Lab dans son ensemble. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que la A1 et la A1 Mini sont ultra similaires, la qualité des impressions est identique, toutes les technos dessus sont très proches. La principale différence, ça va être la surface d'impression. Finalement, j'ai été plutôt convaincu par la marque au point de donner mon ancienne Ender 3. Je ne suis pas non plus un fan inconditionnel de Bambu Lab, mais leur système d'impression multicolore grâce à la MS Lite a pesé lourd dans la balance. Néanmoins, pour aujourd'hui, je ne vais pas en tenir compte parce que pour notre hobby, on n'a pas du tout besoin de la MS. Je vous propose maintenant de passer en revue les points forts de cette Bambu Lab A1 Mini. Là aussi, je vais commencer par le prix. Elle est actuellement proposée à un tarif de 271 € sur le site officiel. D'ailleurs, on vous recommande de l'acheter directement sur le site et pas par un revendeur. En termes de SAV, etc., ça sera vraiment beaucoup plus simple de passer directement par le site. Et en général, d'ailleurs, c'est sur le site que les prix sont les moins chers. Alors, vous allez me dire que c'est 100 € de plus que la Ender 3 V3 et ceux qu'on a vu juste avant. Mais vous allez voir, vu les prestations proposées, le prix reste ultra compétitif. Évidemment, il s'agit d'une imprimante à extrudeur Direct Drive. Elle dispose aussi du nivellement du plateau et du réglage du Z-offset automatique. La qualité de fabrication est irréprochable. La qualité et la vitesse d'impression sont excellentes. Il en va de même pour la qualité des logiciels. Il n'y a rien à dire. Bambu Studio qui a un fork de Prusa Slicer et du coup qui ressemble beaucoup à Orca Slicer et un super slicer. Il est agréable à utiliser, il est ergonomique, il est performant. Vous avez aussi accès au Maker World, donc qui est l'équivalent d'un Thingiverse ou d'un Printables à la sauce Bambu Lab. Donc il y a pas mal de fonctions pratiques, comme la possibilité de cliquer pour ouvrir directement les fichiers dans Bambu Lab avec les profils d'impression déjà chargés. Donc ça c'est hyper pratique pour gagner pas mal de temps et éviter les loupés.
Et enfin, vous disposez d'une application mobile Bamboo ND qui va vous permettre effectivement de vous connecter au MakerWorld, de piloter votre impression, de surveiller vos impressions à distance, d'arrêter vos impressions, enfin de faire pas mal de choses au final. Évidemment, elle dispose du Wi-Fi et se connecte à un cloud privé, donc évidemment le cloud de Bambu Lab. Elle est 2 fois plus rapide en impression que la Ender 3 sur du PLA. Alors par contre, sur du TPU, c'est vrai que ça aura un petit peu moins d'importance puisque de toute façon, le TPU, on l'imprime pas non plus à fond les ballons. Au-delà de la qualité et du souci des détails, c'est au niveau des fonctionnalités additionnelles qu'elle se démarque de la Ender 3 qu'on a vu tout à l'heure. Elle dispose d'une caméra, donc ça c'est surtout pratique. Alors, on peut faire des timelapse avec, mais c'est surtout intéressant pour surveiller des impressions à distance. Elle dispose d'une détection de fin de filament. Elle fait de la mesure et de la compensation de débit en temps réel. Elle dispose d'un accéléromètre. Elle fait de l'annulation active du bruit pour être plus silencieuse. Elle dispose d'un écran tactile, de rails linéaires et elle arrive déjà avec un plateau PUI texturé. Clairement, on peut le voir au niveau des fonctionnalités, elle est petite, mais c'est une imprimante haut de gamme. Alors, elle a quand même quelques défauts, mais c'est des défauts différents de ceux qu'on a pu remarquer pour l'Ender 3. Le premier point, c'est la dépendance vis-à-vis de Bambu Lab, tant pour le logiciel que pour le matériel. Alors, pour le logiciel, finalement, c'est peut-être pas si gênant que ça, parce qu'il n'y a que le firmware qui est réellement vraiment fermé. Par contre, pour le matériel, il y a essentiellement que Bambu qui produit le matériel compatible avec ces imprimantes. Alors on commence à voir, il y a des buses qui sont disponibles sur les sites chinois, il y a des plateaux qui apparaissent aussi, il y a quelques éléments qui commencent à être dispo et qui arrivent de d'autres marques, mais vraiment dans l'essentiel, on est quand même vraiment dépendant du matériel et du coup de la disponibilité du matériel de chez Bambu Lab. Alors que si vous avez une Creality, si vous avez un pépin, vous n'allez pas vous embêter à passer par le SAV. Alors je dis pas que le SAV il va être mieux, hein, au contraire je pense que le SAV est quand même mieux, heureusement du côté de Bambu Lab, mais par contre si vous avez une Ender 3 SE et que vous avez un pépin, et ben vous allez aller sur Amazon commander la pièce qui manque et voilà, vous serez quasiment sûr de la trouver quelque part et ce sera très facile de la réparer. Avec Bambu Lab, vous êtes un peu plus prisonnier de l'écosystème logiciel et matériel. Donc le second point, c'est un peu lié au premier, c'est la dépendance au cloud. Donc vu que les impressions au final se lancent via le cloud, notre imprimante, elle est connectée au cloud de Bambu Lab, en tout cas par défaut si on veut profiter de toutes les fonctions. Et c'est déjà arrivé 2-3 fois que le cloud tombe en vrac et du coup les gens ne puissent plus imprimer, en tout cas facilement leurs fichiers. Alors il y a toujours moyen de copier manuellement sur la carte SD les fichiers qu'on veut imprimer, ou il y a aussi la possibilité de passer l'imprimante en mode local, donc c'est un mode un petit peu plus dégradé, mais ça reste quand même pas pratique. Et en général, on préfère quand même passer par le cloud, c'est beaucoup plus ergonomique. Bon, heureusement, c'est hyper rare, c'est arrivé depuis que je suis passé chez eux, c'est arrivé seulement 2 fois, je crois, donc voilà. C'est pas un souci majeur, mais je préfère quand même le souligner. Et enfin, le dernier petit reproche qu'on peut lui faire, c'est sa surface d'impression. Évidemment, pour proposer une imprimante d'une telle qualité à un prix si peu élevé, faut bien faire un sacrifice quelque part, et ce sacrifice il est fait essentiellement sur la surface d'impression. Donc on va avoir un volume d'impression de 18 cm par 18 cm par 18 cm. Si je dis pas de bêtises, pour l'Ender 3 V3 SE, je crois que c'était du 23 par 23 par 23. Ou 22,6 par 22,6 par 22,6, voilà. C'est un peu plus gros. Donc là, on a une surface qui est un peu plus réduite. Encore une fois, dans le cadre de notre hobby, pour moi, c'est pas gênant. On n'a jamais besoin d'imprimer des TPU qui font quasiment 20 cm par 20 cm par 20 cm. Sachez aussi que Motard Geek a fait une review de cette A1 Mini, toujours sur le site lesimprimantes3d.fr. Donc vous retrouverez le lien, soit ici quelque part, soit dans la description sous la vidéo. J'essaierai de vous retrouver des impressions de PLA et de TPU que j'ai fait avec mon ancienne Ender 3 V3 SE et avec mon actuel A1 pour que vous puissiez faire une comparaison de qualité entre les deux imprimantes. Il y a évidemment plein d'autres options valables chez d'autres marques, mais j'ai voulu parler d'imprimantes que je connaissais et qui restent dans une fourchette de prix raisonnable. Alors je pense quand même que le rapport qualité-prix reste en faveur de la A1 Mini, elle est certes plus chère, mais les prestations proposées à ce prix restent imbattables. Malgré tout, la Ender 3 V3 SE est proposée à un tarif exceptionnel, donc pour un prix compris entre 150 et 200 €, elle permettra de répondre à tous vos besoins pour le FPV. Si vous n'avez pas d'imprimante 3D et que vous n'en voulez pas, que ce soit pour des raisons financières ou de place, pas de souci, des gens de la communauté pourront vous dépanner et je pense en particulier à nos découpeurs de carbone favoris. Donc on va retrouver Eric de CNC Drone 91, Jérémy de CNC du Pays et plus récemment Pierre-Louis de FPV CNC Drone. Comme d'habitude, vous trouverez les liens vers leur page ou leur site sous la vidéo.
Je passe rapidement la main à Motard Geek pour qu'il vous donne son point de vue sur la question et on se retrouve juste après pour la conclusion. Alors je ne vais pas squatter la vidéo de Jérôme trop longtemps, j'ai pu lire son script et comme d'habitude c'est archi complet et donc un petit peu long pour cette époque où l'on vit avec les shorts. En plus on a commencé l'impression 3D à peu de choses près en même temps, je crois que c'était en 2013-2014, donc c'est quand même loin d'être un débutant. Mais c'est vrai que j'ai peut-être un petit peu plus de recul puisque j'anime maintenant depuis un peu plus de 10 ans le site lesimprimantes3d.fr. Toutefois, ça biaise aussi un petit peu mon avis puisque je me garde en général que les machines haut de gamme comme ce petit bijou de chez Bambu Lab, la X1 Carbone. Bambu Lab, c'est un petit peu comme DJI, même si de loin on peut ne pas trop aimer la philosophie, une fois qu'on y a goûté, c'est vraiment difficile de revenir à autre chose. D'ailleurs, pour la petite anecdote, les fondateurs de Bambu Lab, ce sont d'anciens ingénieurs de chez DJI. Ils font des imprimantes 3D de qualité, extrêmement bien finies et surtout performantes et vraiment très fiables. Et en cas de pépin, de toute façon, on a un accompagnement utilisateur sur cet écran-là ou sur l'application mobile ou sur le trancheur lorsqu'on est sur ordinateur et ainsi qu'une documentation qui sont très bien faits et très complets, rendant le hobby de l'impression 3D vraiment accessible à tous. D'ailleurs, bien qu'on soit sur du matos propriétaire, on trouve quand même quelques pièces détachées assez facilement et même des pièces alternatives d'autres fabricants, comme les bus notamment. De plus, Bambu vise à ouvrir un petit peu plus son logiciel pour ceux qui aiment personnaliser leurs imprimantes. Aujourd'hui, on a déjà accès à pas mal d'infos via MQTT. À terme, ce protocole va être fermé, mais il devrait déployer une API ouverte et documentée qui permettra justement de venir modder un petit peu les machines de chez Bambu. Bref, je vais rejoindre Jérôme. Si vous avez le budget, la Bambu Lab A1 Mini, c'est clairement le meilleur choix à mon goût pour faire de l'impression 3D TPU orienté drone FPV puisqu'on a quand même un volume d'impression relativement restreint. Et si vous avez besoin d'un volume d'impression un petit peu plus grand, vous pouvez prendre la A1 non mini comme celle qu'a testé Jérôme sur le site lesimprimantes3d.fr. Si vous avez besoin de print des modèles un petit peu plus complexes, la structure Core XY de la Bambu Lab X1 Carbone, mais surtout de la P1P qui n'est donc pas carénée et vraiment moins cher, ça peut aider en contrepartie d'un budget un petit peu plus élevé. Et si ensuite vous voulez vraiment vous lancer dans l'impression 3D en allant plus loin, en testant des filaments un petit peu plus techniques comme l'ABS ou l'ASA qui sont plus résistants, il vous faudra une machine au caisson fermé pour bien contrôler la température de la chambre d'impression. Et bien là, vous pouvez vous orienter vers la P1S, c'est la version carénée de la P1P et c'est la version un petit peu moins high-tech de la X1 Carbone, mais qui fait exactement le même type d'impression en termes de qualité, sans pour autant être aussi cher que cette X1 Carbone qui dépasse quand même les 1000 €. Ensuite, en constructeur alternatif, Creality est clairement un très bon choix. C'est un des constructeurs qui a su perdurer dans le temps depuis son arrivée sur le marché. Ils ont pas mal de modèles, ça évolue clairement dans le bon sens et surtout, ils ont une communauté qui est clairement énorme. Vous pouvez aussi regarder du côté de chez Kiddy qui font de très bonnes machines, légèrement plus haut de gamme, mais pas forcément beaucoup plus chères et en tout cas moins chères que chez Bambu Lab et surtout ouvertes pour ceux à qui ça tient vraiment à cœur. Il y a aussi FLSun pour ceux qui veulent imprimer très vite. Ils ont annoncé des machines qui devraient sortir dans quelques semaines qui dépassent les 1000 mm par seconde, là où on est à 500, 600 chez Bambu Lab et chez tous les autres constructeurs en termes de vitesse max pure, même si de toute façon tout ça, ça n'a que peu d'importance pour le TPU puisque c'est un matériau qu'on ne peut pas forcément imprimer très vite, même si on l'imprime beaucoup plus vite sur une machine comme ça ou sur une Bambu Lab A1, que ce soit mini ou pas, que sur des plus vieilles machines sous Marlin. Après, il y a plein d'autres marques comme Elegoo ou Anycubic, pour ne citer qu'elles, qui font du matos de bonne qualité, mais le mieux pour en savoir plus, c'est d'aller jeter un œil sur le site lesimprimantes3d.fr et en particulier la rubrique test. Et pour ceux qui n'ont pas envie de se lancer dans l'impression 3D, qui préfèrent se faire imprimer leur modèle à coût un petit peu plus raisonnable qu'en l'achetant sur les boutiques en ligne spécialisées, vous pouvez passer sur le forum ou sur le serveur Discord sur lesquels on a des rubriques dédiées à l'impression 3D où vous trouverez des makers indépendants qui se feront un plaisir de vous imprimer vos pièces. Et sur ce, je vous laisse avec Jérôme pour sa conclusion. Je suis désolé, encore une fois, ça a été plus long que prévu. On espère en tout cas vous avoir convaincu de l'importance du soin à apporter au choix et à la conception des TPU. Un bon châssis, c'est important, mais allié à un bon set de TPU, ça pourra faire la différence. Frame et TPU sont vraiment complémentaires. On en profite pour remercier une nouvelle fois Alex et évidemment Olivier pour leur travail sur ce set de TPU. Vous retrouverez les liens vers leur chaîne YouTube respectives sous la vidéo.
En plus de ça, on a vu comment optimiser nos chances d'imprimer des TPU de qualité. Et dans le cas où vous ne seriez pas encore équipé, on vous a présenté deux imprimantes 3D de qualité, donc deux options qui sont parfaitement adaptées à notre hobby et dont le prix reste tout à fait raisonnable. Comme toujours, merci d'être resté jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà le cas, pensez à vous abonner en activant la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et si ça vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça entretient la motivation. Juste avant de se quitter, dans la précédente vidéo, je vous avais parlé d'une nouvelle série de vidéos un petit peu plus pointues que d'habitude. Le but, c'était de la démarrer avant les vacances d'été. Là, on arrive début juin, même s'il y a une partie des vidéos qui sont prêtes. Il y a encore pas mal de travail, donc voilà, je ne garantis pas à 100% que ça va arriver avant les vacances. Peut-être que ça va arriver au courant de l'été, ou peut-être qu'on va attendre la rentrée. En tout cas, c'est toujours dans les tuyaux et ça arrivera, c'est promis. À bientôt, c'était Jérôme pour Oui à FPV.